vous aider, pardon. Aujourd'hui, désolé, nous allons avoir une discussion au sujet des services de soins. Alors, c'est un sujet que nous pouvons discuter. Ça pourrait être une conférence en soi, mais par exemple, il y a un besoin d'avoir des soins inclusifs et exclusifs pour plusieurs de nos enfants, les services de garde de 10 $ par jour et ceux et celles qui ont des problèmes, le soutien au répit, le soutien de la part d'infirmières. Et donc, en ce moment, il y a un projet de loi C-35 pour les soins à la petite enfance qui vient d'être discuté à la Chambre des communes. Il y a des personnes qui disent que ça ne va pas assez loin pour ceux et celles qui font face à des barrières à l'inclusion. Et donc, je vais vous présenter nos panélistes. Alors, vous pouvez trouver leur biographie dans le lien. Alors, David McDonald s'est joint au centre CCPA comme économiste principal en 2021. Depuis 2008, il a coordonné le budget fédéral qui examine le budget fédéral d'un point de vue d'une économie. Le directeur des programmes politiques à l'Université de Colombie-Britannique et professeur Erika Codillo et de l'Université de Toronto, cofondé le programme à l'hôpital pour enfants. L'animateur aujourd'hui, c'est Brenda Lanahan. La voici. Non seulement est-elle ma collègue, mais c'est une maman qui a un fils qui a des problèmes complexes. Elle a cofondé un groupe et elle a été nommée au Conseil national du Conseil pour les enfants qui ont besoin de soutien en Colombie-Britannique. J'aimerais vous rappeler d'utiliser la boîte de discussion pour partager vos commentaires qui vont aller à l'autre, mais nous allons les amasser. Et maintenant, la parole est à vous, Brenda. Merci, Amanda. Je suis vraiment emballée d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui j'ai beaucoup à cœur. Et donc, on dit que c'est du soutien à l'enfance. Plutôt que de juste dire du soutien à l'enfance, nous disons que ce sont des services de soins en général parce que les enfants ont besoin de soins durant la petite enfance. Ensuite, des soins après la petite école jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça comprend aussi le soutien d'une infirmière si un enfant a besoin des soins infirmiers à temps plein, du soutien pour que les parents puissent dormir le soir et aussi des services de répit. Et évidemment, nous offrons des services aux enfants comme tous les autres enfants. Alors, je suis très heureuse d'avoir cette discussion et de me réunir avec les membres de ce groupe aujourd'hui. Nous allons commencer avec David et nous allons... Tout le monde va avoir environ 4 minutes pour partager leurs pensées et leurs perspectives. Merci, David. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Moi, je travaille dans le domaine des soins pour enfants plus large en matière de frais et aussi d'accès en général. Alors, je crois que la plupart des gens qui ont suivi le dossier récemment, c'est clair que les frais sont en train de diminuer partout au pays. Alors, on a fait le suivi des frais dans plusieurs différentes régions. Nous faisons environ 10 000 appels par année et nous avons vu une réduction massive
plus ou moins 50 %. C'était l'objectif à la fin de 2022. Ce n'est pas dans toutes les villes, toutes les provinces, mais au sens plus large, c'est ce que nous semblons voir. Et ça, c'est en lien avec le plan canadien du soin à la petite enfance qui projette une réduction de 50 % d'ici la fin de 2022 pour arriver à 10 $ par jour d'ici 2025. Donc, ce programme semble être en voie de mise en œuvre. Mais la partie des frais est la partie la plus facile. Il y a des gens qui ont plaidoyé pour avoir des frais au service de garde moins dispendieux depuis plusieurs années. Et donc, il y a des provinces qui ont eu des coûts beaucoup plus intéressants, notamment au Québec. Mais l'autre partie, c'est la discussion au sujet de l'accessibilité. Donc, c'est absolument nécessaire pour faire en sorte que les services de garderie soient plus abordables. Mais le problème maintenant, c'est d'obtenir les pleins avantages. Les gens doivent avoir la capacité d'y accéder, de trouver des espaces pour ne pas se retrouver sur des listes d'attente sans fin quand la personne revient avec un test de grossesse positif. Et donc, c'est là où nous en sommes rendus. La diminution des frais est en cours. Parfois, la construction d'espaces en matière de capitaux, on a besoin de rénover les espaces afin que ça réponde aux normes pour accueillir des enfants dans ces édifices. Mais ce qui n'est pas aussi apprécié, c'est le besoin d'avoir du personnel efficace. Et donc, parfois, il y a un débat afin de pouvoir donner la bonne formation. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la formation en soins pour la petite enfance ou en soins de garderie, mais souvent, ils ne restent pas dans cet emploi, souvent parce que le salaire est mauvais, les heures ne sont pas adéquates, et donc il pourrait y avoir des bienfaits économiques substantifs si nous avions un programme de garderie pan-canadien. Et ces bénéfices proviennent généralement par la participation plus élevée en termes de main-d'œuvre. C'est ce qui est arrivé au Québec dans les années 90, mais vous n'obtenez pas ça à moins qu'il y ait des espaces pour que les gens puissent envoyer leurs enfants. Et donc, ça pourrait mener à une meilleure croissance économique si c'était le cas. Alors, quand c'est le temps d'arriver à des espaces accessibles, dans le rapport de 2014, on les a appelés des déserts. Et donc, c'est très répandu. Ce sont des endroits où il y a plus de 3 enfants par espace certifié. Et donc, ils ne sont pas d'âge à aller à la maternelle. Et donc, ces déserts d'enfance existent partout à l'île du Prince-Édouard, au Québec, et c'est pire dans les régions rurales, les petites villes, les petits villages, et même dans les grandes villes. C'est beaucoup plus présent dans les régions de gens qui demeurent en banlieue. Et donc, c'est un des problèmes en ce moment en ce qui a trait aux services de garderie et aux soins de l'enfance. Merci beaucoup, David. Et donc, ici, certaines familles qui se retrouvent sur des listes d'attente, nous voulons partager que nous sommes sur des listes d'attente pour tout type de service, pour l'intervention précoce, pour le répit, pour les soins des enfants. Nous sommes toujours dépriorisés, nous nous retrouvons toujours sur des listes d'attente. Et quand je pensais à l'accessibilité, ben, je sais qu'en ce moment, l'accessibilité dans la discussion du fédéral, c'est de faire en sorte que les gens ont accès à une place,
mais souvent, c'est littéralement à propos de pouvoir trouver un endroit accessible. Et donc, c'est très intéressant d'entendre la discussion nationale sur les services de soins pour enfants ou les services de garderie. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Erica. Merci, Erica. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bon après-midi aux personnes qui vivent dans d'autres régions du pays. Alors, mon rôle est directrice des programmes d'inclusion en Colombie-Britannique. Nous sommes un organisme provincial dont les membres travaillent pour les droits des familles avec personnes vivant en situation de handicap. Nous faisons partie d'une fédération nationale et nous faisons partie d'un mouvement mondial. Désolée, le son de la personne est gelé. Alors, voilà. Donc, sur ce sujet, au sujet de, en fait, les soins pour enfants ou les garderies. Et les services de garderie ne représentent qu'un des aspects de services pour les enfants. Et donc, en planifiant cette rencontre aujourd'hui, je voulais poser la question, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des soins pour enfants qui sont réellement inclusifs. Encore une fois, l'interprète s'excuse, l'écran de la personne gèle et on ne l'entend plus. Alors ici, c'est pour que ce soit accessible à tous les enfants. Et c'est surtout vrai pour les enfants vivant en situation de handicap. Il y a tellement d'opportunités pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Quand David parlait d'accès et que nous avons posé la question, qu'est-ce qui est nécessaire? Bien, moi, je vois 3 points principaux. L'accès, la participation et le soutien. Désolée, encore une fois, le son coupe très souvent. Donc, nous offrons l'accessibilité autant que possible, mais pour un enfant qui vit en situation de handicap, c'est plus difficile. Mais une fois que vous arrivez à trouver une place, bien, quelle est votre participation? C'est un groupe d'enfants et voici un enfant qui a besoin de soutien. Et c'est le travail d'une autre personne de s'assurer que ce soit fait. L'inclusion, c'est quand nous travaillons tous ensemble et la participation inclut l'enfant, les familles et le lien entre ces personnes. Et la troisième partie du soutien, ce qui est sous-jacent à tout cela, c'est qu'est-ce qui est nécessaire? Oui, il y a des enfants qui vont avoir besoin de plus de soutien que d'autres. C'est ce que nous voulons voir arriver, de faire en sorte que ces services soient disponibles dans toute province, dans toute région où un enfant a besoin d'y accéder. J'ai travaillé avec différents collègues. J'ai travaillé avec des collègues du Nouveau-Brunswick où ils ont travaillé très, très fort pour encore une fois, l'interprète s'excuse, le son est intermittent. Donc, ici, il faut avoir une responsabilité partagée qui doit être partagée par tous les membres de la société. Nous voulons que nos enfants puissent être en mesure de grandir et d'atteindre leur potentiel, d'être un bon citoyen, une bonne citoyenne et contribuer au pays, tout comme toute autre personne. Et donc, en parlant du projet de loi C-35, le défi, c'est que il y a un défi d'inclusion. Et donc ici, dans chaque province, nous voulons avoir un cadre qui va assurer que l'inclusion est obligatoire, que ce ne soit pas facultatif. On ne peut pas dire « Ah, votre enfant a besoin de soutien. Ah, désolé, on passe au suivant. » C'est un service qui est absolument nécessaire pour tous les clients, tous les clientes et les enfants qui ont des besoins additionnels sont victimes de discrimination. Et donc, j'espère que je vais voir dans ce projet de loi
C35, c'est la possibilité d'avoir un cadre qui rend l'inclusion obligatoire et ensuite de s'assurer que ça se produit. Et donc, il faut que les employés soient bien formés, soient bien payés. Il faut s'assurer d'avoir un ratio qui est adéquat. Et cette conversation présume qu'un enfant a seulement besoin de soins à un certain âge. Certains enfants ici au Canada ont besoin de plus de soutien et plus longtemps. Et en tant que société, on a besoin de répondre à ça. Et donc, le projet de loi C35 n'avance pas très vite, mais les deux éléments qui ont été soumis au comité, c'est que les principes directeurs parlent d'inclure des enfants vivant en situation de handicap. Et c'est une question de s'assurer que l'inclusivité et l'accessibilité est inclus. Et donc, le défi qui est devant nous en ce moment, c'est que l'inclusion, dans le discours, quand nous parlons d'équité, de diversité et d'inclusion, dans tous les secteurs et tous les endroits, on oublie les personnes vivant en situation de handicap. Et donc, on doit dire l'inclusion des personnes handicapées. Et donc, encore une fois, on a besoin d'étiqueter certaines situations pour s'assurer de pouvoir participer. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Ça devrait être l'inclusion pour tous les enfants, quand ils en ont besoin et quand leurs familles en ont besoin. Je vais laisser ça ici et on va poursuivre. Merci, Erica. Et merci d'avoir parlé de le projet de loi C35. Oui, nous aimerions voir ces droits inclus dans la raison d'être parce que c'est la Déclaration des Nations unies sur les droits humains ou les droits de la personne. Et malheureusement, nous sommes ici et nous devons nous battre pour ce droit. Et on a l'impression qu'on a été exclus des récents comités, des témoins qui ont été appelés à venir témoigner. Aucun de nos organismes ont été appelés pour aller témoigner. Alors, c'est dommage. Merci. Merci d'avoir parlé d'inclusion et ce à quoi ça peut ressembler. J'ai eu une occasion, quand mon fils était jeune, d'avoir des services de soins avant qu'il ne commence à aller à l'école. J'étais chanceuse. C'était très inhabituel pour un enfant comme le mien d'avoir cette occasion et c'était seulement quelques journées par semaine, quelques demi-journées par semaine. Et donc, on a besoin de faire beaucoup mieux. Et maintenant, je vais demander à Eyal de vous partager une différente perspective à cette conversation. Alors, merci Brenda et bonjour à ceux qui sont sur la côte ouest. Bon après-midi ceux qui sont sur la côte est et merci David et Erica pour vos commentaires. Oui, je vais essayer de complémenter ce qui a été dit de ma perspective, quelqu'un qui étudie comme clinicien, quelqu'un qui étudie notre système de santé. Alors, tout ce qui a été présenté, là, qui est si critique sur les droits de la personne et qui reflète aussi sur l'apprentissage du plus grand groupe qui ont eu ces différentes expériences dans ces espaces. Mais moi, mon travail s'implique avec le soin des enfants, avec des complexités médicales, comment les appuyer, ces enfants et leurs familles. Et alors, ce sont des enfants qui ont à la fois des handicaps, si vous ne connaissez pas ce terme, mais des besoins médicaux étendus, par exemple, un système de ventilation ou d'avoir besoin d'une pompe alimentaire ou besoin de livrer certaines formes de thérapie, de médicaments plusieurs fois par jour. Plusieurs de ces enfants ont besoin de soins directs à toute heure de la journée pour les maintenir en sécurité. Et ce rôle de prodigueur de soins est souvent fait par un membre non payé de la famille et souvent des femmes. Alors, le rapport est sorti cette semaine sur le travail
donneurs de soins de Statistique Canada qui souligne la contribution des producteurs de soins non payés. Cela représente près à 50 milliards de dollars par année, qui est à peu près 3 fois ce que nous dépensons sur les soins à long terme dans ce pays, les soins à domicile. Alors, je vais me concentrer sur cette offre de soins en complément à tout ce qui a déjà été dit. Je vais commencer en mentionnant quelque chose de vital, que ces enfants apportent tellement de joie pour moi en tant que clinicien qui a le privilège de travailler avec eux et avec leur famille également. Et la vidéo avant notre panel, je crois, vraiment démontrer cela. Mais l'impact de ce qui se produit avec les producteurs de soins qui sont non appuyés, marginalisés, même, cet impact est profond. Et j'ai étudié cela, les données démontrent l'impact que cela a sur les revenus, souvent. Ces familles sont défavorisées comparées aux familles qui n'ont pas besoin de s'occuper de ce genre de soins. Et cela impacte la santé aussi de ceux qui offrent ces soins. Par exemple, ça peut mener à des problèmes musculaires ou de squelettiques ou avoir arrêté les enfants. Mais l'autre aspect important de la recherche, c'est que les pédiatriciens, si je prends la partie la plus étroite de mon travail, bon, je m'occupe d'enfants, mais non pas de leurs parents. Mais on sait définitivement de plusieurs études que de bons soins pour les enfants va mener à de bons soins, un appui à ceux qui offrent ces soins aux enfants, aux parents. Donc, alors, qu'est-ce qui est important à prendre en considération pour appuyer ces personnes-là? Ben, quelques différents items ici à souligner. D'abord, il faut qu'on se concentre beaucoup plus sur l'enfant en famille, communauté que l'on cible. Nous sommes ici silencieux à ce sujet. Nous avons différentes bourses pour enfants, pour différentes maladies ou handicaps. Bon, c'est inadéquat, mais il y en a un peu, mais il y a aussi des peu moins de façons d'appuyer les familles même. Il y a beaucoup de rhétorique autour de différents organismes, que la famille est au cœur des soins pour les enfants. On aime beaucoup parler à ce niveau-là, mais très peu de programmes qui se concentrent sur l'autonomie de la famille. Ce sont des producteurs de soins non payés pour remplacer l'appui qui devrait être donné par des spécialistes payés. Alors, plutôt que d'envoyer une infirmière pour appuyer les soins, hein, de mes patients, quoi, ou d'apprendre à la famille de le faire, ben souvent, on ne prend pas en considération le stress que cela cause sur ces personnes qui donnent des soins sans être payées. Et même tout le concept d'avoir euh, des cours d'éducation disponibles pour appuyer ces personnes qui donnent des soins. On m'a, par exemple, il y a quelques années, demandé de conseiller le gouvernement sur certains soins sur les enfants. Et il y avait, par exemple, des soins à donner pendant un an après une blessure en particulier, mais souvent, le plus grand besoin, c'est après l'événement catastrophique qu'il faut appuyer. Souvent, ces personnes n'ont pas accès à des avantages familiaux et ce sont ces personnes qui qui offrent ces soins à la maison de la famille, donc qui souffrent le plus, qui ont le plus de stress. Et ça a été démontré dans la recherche que souvent, c'est ce sont ces familles qui ont le plus grand stress en termes de manque de finances, manque de perte d'emploi, etc., etc. Puis le manque de ressources disponibles dans les soins à la maison, c'est un enjeu au Canada qui, je dirais, n'a pas reçu suffisamment d'attention. Peut-être parce que ceux qui reçoivent les soins à la maison euh, ne sont ni vus ni entendus. On entend parler des urgences, des départements d'urgence qui ferment à l'hôpital à différentes parties du pays, mais la plupart des autres pays n'ont pas de soins à domicile offerts, surtout pour les enfants. Il y a un manque de personnes qualifiées pour faire ce travail, d'autres enjeux systémiques
Tout ça est important, mais je soulignais l'important des différentes possibilités qui pourraient mener à aider ces familles, et alors que souvent ces services ne peuvent être fournis par des praticiens spécialisés ou professionnels. Donc, on ne peut plus se fier au système de santé établi. Et puis, finalement, je veux souligner l'importance des relations et des partenariats. Nous venons de compléter une évaluation d'un grand programme de soins en Ontario qui mesure les résultats suite à des soins d'une équipe dédiée basée sur les besoins holistiques de l'enfant et de la famille. On compare cela à ceux qui ont reçu des services et ceux qui n'ont pas reçu les services tout de suite en utilisant des données qui ont été réunies parmi les différentes familles du programme. Alors, ce qu'on a trouvé dans cette recherche, c'est qu'on n'a pas détecté les changements dans les résultats avant 2 ans après l'enrôlement des familles pour à l'appui. Cela démontre le développement du besoin de développer une relation de confiance avec l'enfant pour pouvoir avoir un certain effet. Ça prend donc un partenariat entre les familles et les équipes. Ça prend du temps, de l'attention, de la patience, mais quand c'est bien fait, ça peut avoir des impacts profonds. Alors, je vais peut-être m'arrêter là et j'ai hâte d'avoir une conversation intéressante avec mes collègues. Merci, Eyal. Je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus. On vous adressez tellement aux démographiques qui nous intéressent. Vous avez tellement de travail dans ce domaine, c'est incroyable. Oui, ben, ma première question est pourquoi c'est si important? Nous en avons parlé du pourquoi c'est important ici, mais peut-être que l'on peut en parler plus. Et maintenant, donc, notre deuxième question, de parler plus de ce que ces politiques, ces solutions, de ce que l'on peut faire en parlant une fois de plus d'inclusivité, flexibilité, d'appui, euh, et de créer un espace pour les enfants, d'appui en fournissant des soins inclusifs dans des soins de santé euh, à cette fin et pour appuyer les enfants jusqu'à l'âge de 19 ans, pour les enfants qui ont spécifiquement de hauts besoins en termes de santé. Peut-être que l'on pourrait parler un peu de ces solutions, des choses que nous voyons dans d'autres juridictions. Enfin, à quoi cela pourrait ressembler, hein, si on améliorait tout cela. Alors, j'inviterai toute personne qui aimerait y parler de commencer. Ouais, peut-être que je peux, en parlant de soins pour les enfants, ça vaut la peine de le dire. De regarder en détail les enfants avec handicap et sûrement qu'il y a de grands défis en termes de soins pour les enfants. Mais ce qui est universel à l'extérieur de l'île précédente du Québec, il n'y a pas suffisamment d'espace de santé pour tout le monde. C'est pas seulement pour les enfants avec handicap. Il n'y a pas suffisamment d'endroits, d'espace pour tout le monde. Il faut créer donc de nouveaux espaces. Et cette construction importe parce que si on a plus d'espace pour les enfants, par exemple, qui ne sont pas accessibles pour les enfants avec handicap, eh bien, ça va être le cas pendant bien longtemps dans toute nouvelle construction et ça va se produire dans les années à venir. Alors, une grande partie de cela ne se produit pas au niveau fédéral, même si c'est financé au fédéral. Ce sont des décisions prises au provincial. Est-ce que les provinces décident et comment cette extension prendra forme, eh ben, va définir l'accessibilité à l'avenir, surtout pour les enfants avec un handicap. Alors, ça, c'est vrai au niveau de la construction d'espace, mais aussi sur à quel point c'est possible que ces soins de santé puissent retenir du personnel ayant des spécialités avec du personnel, par exemple, qui sont formés dans les soins pour enfants, mais qui chevauchent aussi des soins pour les enfants avec handicap, ben là, il va falloir les payer plus. Et vous pouvez les payer ou non, selon les politiques provinciales, dans ce victorat, cette phase d'expansion, savoir si les enfants avec handicap sont inclus dans cette expansion ou pas.
Alors, il y a beaucoup de débats autour de savoir est-ce qu'on jette de l'argent sur des espaces pour créer des soins au minimum pour les enfants qui en ont besoin ou ils choisiront ou le mieux offrir des services pour pourra mieux maximiser les bénéfices. Comparé à un processus de planification publique, et ce que je recommande, mais qui inclurait certains éléments à où construire ces nouveaux espaces, à quoi ressembleraient ces espaces, quelles sont les autres considérations autour de l'accessibilité au-delà simplement de la géographie. C'est important, comme pour des enfants avec handicap ou des parents qui travaillent, des quarts de travail, par exemple, différents. Alors ça va être sujet à discussion et ça doit se produire rapidement et je crois que ça vaut vraiment la peine d'en parler dans le contexte des enfants avec handicap. Oui, absolument. Merci, David. Ah, oui, c'est le moment approprié de s'assurer d'être à l'avant-garde de ces discussions. Et il y a des infrastructures qui sont construites et il y a de la place pour développer une stratégie en conséquence. Et c'est vital comme moment maintenant. Et il y a des opportunités aussi. Et j'ai entendu d'autres parents parler d'appui, peut-être pour des choix familiaux, l'appui allant à la famille pour l'instant. Vous peut-être ne pouvez pas accommoder tous les enfants à cause du manque de capacité dans les soins de santé, les centres de santé pour les enfants, mais de pouvoir appuyer les familles directement et plus immédiatement avec un financement direct. Erika, je pense que tu es prête là. Oui, j'allais lever la main. Je pense euh, qu'il y a plusieurs niveaux à cela. Il y a plusieurs choses à faire et c'est ce qui rend la chose si complexe à suivre tous les fils, là, mais ce qu'on entend beaucoup, euh, il y a une campagne en Colombie-Britannique qui dit les enfants ne peuvent pas attendre et c'est un point d'entrée pour nous et qui a pris de l'expansion. Mais ce qu'on a entendu des communautés constamment, c'est que une approche axée sur la famille, des centres pour enfants où les besoins des enfants sont au cœur. Parce que c'est une des plus grandes barrières en termes de travail de représentation à faire, c'est que de voir à ce que le travail ne soit pas le travail que d'un seul ministère ou d'une seule province. Le financement peut venir, mais les décisions sont prises au niveau provincial. Alors, je sais que ces expériences, il y a différence entre les différentes provinces, mais chaque ministère voit son propre budget. Alors, il faut réunir ces budgets sur certains points. Et en désignant ces espaces, rien ne nous empêche d'avoir une conception universelle, de voir où tous les besoins de ces enfants soient pris en considération. Et une des choses qu'il nous faut absolument faire, c'est d'avoir une inclusion légiférée, parce que pour l'instant, la partie optionnelle ne fait pas appel aux besoins qui doivent être respectés. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Et ces lois amèneront des budgets en conséquence. Et il nous faut inclure tout le monde, qu'est-ce que ça prend et quel sera le budget. Et aussi, la diversité de la mise en œuvre à travers le pays de ces éléments, c'est de voir quels sont les mécanismes existants pour l'inclusion. En Colombie-Britannique, nous avons quelque chose qui s'appelle le programme de développement pour enfants autochtones, pour appuyer l'accès fournir de l'appui supplémentaire en termes de financement au niveau plus d'accès aux enfants et c'est donné à différents niveaux à travers la province. Donc, nous avons certaines régions qui sont plus impactées en termes de combien de financement ils reçoivent en moins. Alors, même si ce n'est pas l'idéal, de voir quelles sont les structures existantes que nous pouvons peut-être améliorer et avoir plus de recherches entourant cela et trouver les différentes façons
hein, en incluant les éducateurs pour enfants, etc., et voir aux différents besoins. Alors, puis on comprend que le vivre avec des handicaps, c'est partie normale de la vie et que tous ces centres peuvent avoir la possibilité d'accommoder des enfants avec handicap dans ces centres. Ce n'est pas optionnel. Il faut que ce soit inclus dans le curriculum fondamental d'un éducateur, d'un formateur de différents départements. Et c'est le travail qui se fait en Colombie-Britannique de voir ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Parce que il faut que ce soit un système qui accueille tous les enfants. Merci, Erika. Oui, ça m'a fait penser également au travail que je fais au niveau fédéral. J'entends aussi dire que les proportions dans les centres de soins pour enfants sont reliées au stress et à l'incapacité de maintenir en place ces éducateurs à des faibles salaires et à ces proportions dans les centres de soins pour enfants qui ne prennent pas en considération le fait que chaque ce centre pour enfants aura des enfants avec des besoins supplémentaires d'appui. Ces ratios ne sont pas appareillés aux besoins. Et c'est là une partie du problème. Et on ne peut pas laisser ce problème mettre ça sur le dos des enfants, mais c'est le problème qui revient au système même. Alors, excellente conversation, merci. Et je voulais aussi inviter Elial en pensant à d'autres juridictions, ce que nous voyons là, il y a des conversations intéressantes. Récemment, il y a eu dans les prodigueurs de soins aux États-Unis qui sont payés. C'est un mouvement qui gagne un certain élan. Nous avons parlé de besoin d'avoir des allocations pour ces donneurs de soins et j'aimerais entendre vos pensées là-dessus. Oui, j'aimerais ajouter aussi à ce que Erika a dit. C'est tout à fait clair ce qu'il faut faire. Parfois, c'est utile de penser pourquoi ce n'est pas fait. Et en partie, c'est un enjeu de droit de la personne, manque d'inclusion pour les personnes avec handicap, planification politique, il y en a qui est relié à la complexité des gouvernements. Et presque universel à tous les enjeux dont nous avons parlé, c'est cette idée d'avoir des transsectoriels, une pertinence qui croise différents départements. Quand on parle de l'appui pour les donneurs de soins, est-ce que c'est quoi? Ça tombe sur la santé, sur les services sociaux, c'est sur la finance. Souvent, ça croise différents ministères et ce n'est pas une zone de confort, hein, je pense. Pour les décideurs de politique, c'est beaucoup plus facile de comportementaliser les choses. Alors, l'autre chose, quant au concept d'appuyer les donneurs de soins en général, c'est un excellent exemple quand euh, la santé, maintenant, devient un espace très encombré. On a soins dentaires, mais problèmes de drogue, et bien des choses qui tombent sous l'égide de la loi sur la santé. Mais pour l'appui aux donneurs de soins, c'est le fait de moindre résistance hein, pour les décideurs, même si on enlevait les questions de droit de la personne, aux plateformes de l'aspect humain qui existe. Mais il y a eu depuis longtemps un appel pour des politiques sur les donneurs de soins pour encadrer des bénéfices, allocations et d'autres politiques qui, pour découler de cela, le Centre pour donneurs de soins est basé là-dessus, mais c'est un défi et c'est intéressant. Aux États-Unis, le mois dernier, où la plupart d'entre nous ne regarderions pas pour avoir des politiques progressives et sociales, en fait, l'administration Biden a présenté une loi qui appuierait un répit de court terme pour des personnes vivant donnant des soins aux personnes avec des troubles neurocognitifs. Alors, ça fait partie de cette fenêtre d'opportunité. Et la chose dont je voulais parler aussi de mon expérience
dans cette population d'enfants avec des besoins de soins complexes. C'est l'importance parfois d'établir des partenariats avec d'autres groupes de représentation qui ne sont pas nécessairement dans le même espace, mais qui ont beaucoup de points communs. Alors, la plateforme brûlante dans l'appui aux donneurs de soins, ce n'est pas que les donneurs de soins pour les enfants avec des besoins complexes, mais dans une grande population de Canadiens vieillissants qui dépendent euh, de, de donneurs de soins payés pour leurs besoins. Et ça, là, si vous voyez ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années pendant la pandémie envers ces personnes âgées, eh bien, il y avait énormément de stress et les systèmes étaient sous-financés de loin. Parce que parfois, de trouver des points communs avec une autre plateforme brûlante, c'est pas exactement la même chose. On parle pas du sport aux enfants, on appuie à l'école, on parle pas d'exactement les mêmes idées. Mais je crois que sous ce parapluie, cette façon utile de se joindre, de développer une voie unie, quant aux différentes façons d'aller de l'avant avec les politiques. Absolument. Et merci, Eyal. Et surtout, le groupe dont tu parlais, For excellence, ou les centres de donneurs de soins pour l'excellence incluent certains éléments. Oui, Erika, tu avais quelque chose à dire, que je pense qu'il nous faut résumer. Oui, je voulais ajouter ce qui avait été dit auparavant sur ces lignes de partenariat qui sont si vitales. Par exemple, le centre de soins, de donneurs de soins, parce que l'enfant existe au sein d'une famille et souvent a des frères et des sœurs. Et souvent, il faut voir comment on développe ces relations en prenant connaissance de ces différents éléments. Alors, quand vous avez dit pourquoi cela se produit, ben, ça m'a ramené à une des choses que nous avons, qui revient à notre état d'esprit d'institutionnalité. Il y a des endroits spécialisés pour tout et on pense que c'est ça, on va s'occuper de tout. Mais quand on parle à quelqu'un qui n'a pas de lien direct, et que vous leur dites que les parents ne reçoivent pas l'appui, ben, et vous dites quoi? Hein? C'est pas vrai, ne sommes-nous pas au Canada? Alors, je crois qu'il faut conscientiser tout le monde et il y a des choses qui feront réagir les gens, qui diront comment cela peut-il se produire dans mon pays? Il y a un manque de connaissances et il y a des présomptions d'un côté et puis d'un autre côté, il y a une idée d'institutionnalisation où on pense que l'on va s'occuper de telles choses de façon isolée, mais nous n'avons pas de vision communautaire, de vue d'ensemble et de réseau entourant tout cela. Et c'est la partie qu'il nous faut continuer de souligner dans les espaces que l'on développe, de dire ce qui se passe véritablement et ce que nous voyons souvent se passer avec les personnes avec handicap et puis de réagir et de répondre à ces besoins de façon plus complète. Le nombre de personnes avec handicap, et quand on parle d'enfants, c'est tellement important. Il faut que l'on s'occupe de cela et ce n'est pas le cas. Merci, Erica. C'est tellement vrai. C'est la croyance générale, certainement. Merci à tout le monde. On pourrait parler pendant des heures. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse dans une salle pour continuer cette discussion. Merci d'être ici.